850 000 roubles. C'est ce que je payais chaque mois. L'hypothèque, 250 000. L'électricité, 15 000. L'assurance habitation, 35 000. La carte MIRSE, terminant par 1103, paiement minimum, 550 000. 4 comptes. 4. Prélèvements automatiques. Mise en place l'été de mes 19 ans. Assise par terre. Dans mon premier appartement, mon ordinateur portable en équilibre sur un carton, de déménagement. Parce que ma mère avait appelé pour dire qu'elle avait besoin d'aide. Et je ne savais pas encore que le mot « aide » dans sa bouche signifiait « pour toujours ». Je n'ai pas manqué un seul mois en 17 ans. Pas à 23 ans, quand je sautais le déjeuner pour payer le loyer. Pas à 27 ans, quand mon petit ami m'a fait asseoir pour me dire « il ne reste plus rien de toi pour nous ». Pas à 31 ans, quand un conseiller en prêt m'a demandé pourquoi. Quelqu'un avec mes revenus n'avait aucune épargne. J'ai souri et dit que j'étais conservatrice dans mes investissements. C'était un mensonge si bien rodé, qui semblait presque vrai. 17 ans. 200. 4 mois. Chacun payé à temps. Jusqu'à mardi dernier. Ma mère m'a regardé par-dessus la table de sa cuisine et a prononcé 5 mots. Pas parce que je demandais de l'argent. Pas parce que je demandais quelque chose de difficile. J'ai demandé un merci. Un seul. Après 204 paiements, j'ai demandé à ma mère si elle avait déjà eu envie de me dire ces 2 mots. Elle a posé sa tasse de café. Elle m'a regardé comme on regarde un distributeur automatique quand il demande la pointe. Tais-toi et paye, a-t-elle dit. C'est tout ce que tu sais faire de bien. 4 secondes de silence. Je les ai comptées comme je compte tout. Parce que c'est ce que je fais. Je suis experte en jury comptabilité. Je traque l'argent qui a été caché, déplacé, déguisé et enterré. Je le trouve. Je le trouve. Toujours. Pour les autres. J'ai ramassé le chèque que j'avais apporté. Je l'ai remis dans mon sac. Je me suis levé. Elle n'a pas demandé où j'allais. Elle s'était déjà retournée vers la télévision. J'ai conduit jusqu'à chez moi. 22 minutes sur l'autoroute de Primorsky. La silhouette sombre du Lacta Center se dressait au loin. Radio éteinte. Je suis entré dans mon complexe d'appartements. J'ai pris les escaliers parce que l'ascenseur est trop long quand vos mains ont besoin de s'occuper. Mon ordinateur était ouvert sur le comptoir de la cuisine. 2 onglets, onglet 1. Une entreprise de transport à Kaliningrad, pour laquelle j'avais passé 3 semaines à prouver qu'elle avait caché 5 milliards de roubles en facture, fantôme pour un client qui me payait très bien pour les trouver. Onglet 2. Le portail de prélèvements automatiques de ma mère à la Sberbank. Toujours connecté depuis que je l'avais configuré à 19 ans sans jamais changer le mot de passe. Même compétence. Échelle différente. Je me suis assise. J'ai fermé le premier onglet. J'ai ouvert le second. Prélèvement hypothèque. Annulé. Confirmé. Prélèvement électricité. Annulé. Confirmé. Prélèvement assurance. Annulé. Confirmé. Carte MIR se terminant par 8803. Annulé. Confirmé. 4 clics. 90 secondes. 17 ans. Défait avant minuit. J'ai fermé l'ordinateur. J'ai rempli la bouilloire. Je suis resté à la fenêtre pendant que l'eau chauffait. Saint-Pétersbourg était humide et orangé en bas, comme elle l'est en mars quand les réverbères attrapent la pluie sous le bon angle. Mon appartement est petit. Une chambre. Une salle de bain. Une cuisine qui contient à peine une table pour 2. J'ai vécu ici pendant 6 ans. Je pourrais m'offrir quelque chose de plus grand. Je pourrais m'offrir une maison. Mais il y avait toujours ce chiffre sur mon relevé bancaire chaque mois. 850 000 roubles partant avant que je puisse décider quoi faire de ma propre vie. Et, d'une certaine manière, le calcul ne tombait jamais juste. La bouilloire a cliqué. J'ai versé l'eau. Thé noir. Sans sucre. Je me suis assise. Je ne tremblais pas. Je ne pleurais pas. Ma respiration était régulière. Mes mains étaient stables. Et si vous étiez entré à ce moment-là, vous auriez pensé que j'étais une femme buvant du thé un mardi soir. Mais quelque chose, derrière mes côtes avait bougé. Une porte que j'avais gardée verrouillée pendant 10 à 7 ans s'était ouverte d'1 centimètre. Et à travers la fissure, je pouvais sentir l'air froid. Et je savais que si je l'ouvrais complètement, je verrais quelque chose que j'avais passé toute ma vie d'adulte à refuser de regarder. Pas ce soir. Ce soir, c'était l'annulation. Le regard viendrait plus. Tart. J'ai pris mon téléphone. Une notification. Un rappel de calendrier que j'avais réglé il y a des années et jamais effacé. 3e samedi. Pas de lieu. Pas de nom. Juste ces 2 mots répétés chaque mois parce que certains rendez-vous n'ont pas besoin d'explication. Ils ont juste besoin que vous vous présentiez. J'ai bu une gorgée de thé. C'était encore trop chaud. J'ai bu quand même.
J'audite les fraudes pour gagner ma vie. Je traque l'argent manquant, les fausses factures, les comptes fantômes. Je trouve où les chiffres mentent. Mais, je n'avais jamais, Andy à 7 ans, regardé les miens. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire l'été de mes 10 à 9 ans. J'ai ouvert un tableur. Et j'ai commencé par le premier mois. Ninel Cho partage mon bureau depuis 6 ans. Elle est la seule personne chez Archer, Berne qui sache que je paye les factures de ma mère. Parce que Ninel est le genre de personne qui remarque quand une jury comptable senior apporte son déjeuner de la maison chaque jour et ne commande jamais de café au chariot. Elle m'a posé la question une fois, il y a environ 3 ans. Je lui ai dit. Elle est restée silencieuse exactement le temps nécessaire pour décider de dire quelque chose d'honnête ou quelque chose de gentil. Puis elle a dit les deux. Taïsia, tu audites des entreprises du top 500 russe. Tu as trouvé un détournement de 700 millions caché dans une fondation l'année dernière. Et tu me dis que tu n'as jamais regardé une seule fois les relevés bancaires de ta propre mère? J'ai dit non. Elle a attendu la suite. Il n'y avait pas de suite. J'avais peur de ce que j'allais trouver, et je dis. Elle a hoché la tête une fois. C'était il y a 3 ans. Elle n'en a plus jamais reparlé. Jusqu'au lendemain de l'annulation des prélèvements, quand je me suis assise à mon bureau et que je lui ai raconté ce que ma mère m'avait dit. Ninel n'a pas sursauté. Elle n'a pas dit qu'elle était désolée. Elle a fait rouler sa chaise, vers mon côté du bureau, a ouvert un nouveau document sur mon écran et a dit « Commence par le relevé le plus ancien auquel tu peux accéder. » C'est pourquoi Ninel Cho est ma seule amie. Mais je n'ai pas commencé par les relevés. Pas tout de suite. Je suis restée assise dans ma voiture ce soir-là, dans le parking souterrain sous notre immeuble, moteur éteint, et j'ai pensé à un café. J'avais 12 ans. Le café s'appelait Romashka, bien que je n'ai jamais vu de marguerite là-bas. Il se trouvait sur le quai, entre une blanchisserie et un garage. Et chaque 3e samedi du mois, mon père m'attendait dans le dernier box, celui à côté de la vitrine à pâtisserie, là où la lampe fluorescente bourdonnait à une fréquence que moi seul semblais à remarquer. Je disais à ma mère que j'allais à la bibliothèque. Elle ne vérifiait jamais. Vérifier aurait nécessité de l'intérêt, et à l'époque, son intérêt pour moi était devenu purement transactionnel. J'étais la calme. Celle qui ne causait pas de problème. Celle qui, à 12 ans, était déjà préparée pour un rôle que je ne comprendrais pas avant 20 ans. Mon père commandait un café et ce qu'il y avait de moins cher. Je commandais un milkshake au chocolat, parce que j'avais 12 ans et parce qu'il me laissait faire. Il faisait glisser son relevé bancaire sur la table, face visible, juste, à côté de la salière. Trouve l'erreur, disait-il. Je l'étudiais pendant 10 minutes. Je trouvais des frais de retrait de 350 roubles qu'il avait payés dans un distributeur d'une autre banque. Bien, disait-il. Maintenant, trouve la vraie. Je regardais à nouveau. Ligne 42. 4800 roubles. Description, divers. C'est quoi divers? Demandai-je. Personne ne le sait. Il tapotait la ligne de son index, doigt Cailleux après 30 ans à tirer des fils dans les murs. C'est ça, truc, Taïsia. Quand quelqu'un écrit divers, il espère que tu ne poseras pas de questions. Ton travail, c'est de poser des questions. La serveuse passait. Encore du café? Mon père levait les yeux. S'il vous plaît. Ma fille fait mon audit. Elle riait. Pas lui. Pas moi. Nous étions totalement sérieux, et la serveuse s'en allait sans savoir si nous plaisantions. C'est la dynamique que j'ai eue avec la plupart des gens pour le reste de ma fille. C'était il y a 24 ans. Mon père m'a appris à lire les relevés bancaires dans un box de café. Il m'a appris les intérêts composés à 14 ans, l'amortissement à 15, comment ouvrir un compte d'épargne à 10 à 7. Il m'a appris que l'argent dit la vérité même quand les gens mentent, et que la différence entre un bon comptable et un grand comptable est la volonté de suivre un chiffre au-delà du point où il devient inconfortable. Il a fait cela chaque 3e samedi, sans faute, pendant 27 ans. Ma mère n'a jamais su. Ma sœur n'a jamais su. C'était le plus long secret de ma vie, et le seul qui m'ait gardé saine d'esprit. Ma mère avait ses propres leçons. Elles étaient plus courtes. La sienne était une seule phrase, prononcée sur divers tons dans diverses cuisines, mais toujours avec les mêmes mots. Ton père est parti. Moi, je suis resté. Elle le disait quand j'avais 9 ans et que je demandais où il était allé. Elle le disait quand j'avais 6 ans et que je demandais si je pouvais lui rendre visite. Elle le disait quand j'avais 22 ans et que j'avais mon premier vrai travail, et qu'elle appelait pour dire que l'hypothèque était en retard. Ton père est parti, Taïsia. Je suis resté. Le moins que tu puisses faire, c'est d'aider. Je l'ai cru. Pendant la majeure partie de ma vie, je l'ai cloué. Cette nuit-là, dans le parking, moteur éteint, je me suis connecté au portail bancaire sur mon téléphone. 17 ans de relevé, archivé numériquement. J'ai commencé au mois 1, et j'ai fait défiler. Hypothèque.
Électricité. Assurance. Carte de crédit. Tout ce à quoi je m'attendais. Propre. Prévisible. Banal. Jusqu'au mois 31. Un transfert SBP. 220 000. Roubles. Récurrent. Bénéficiaire, Z Morand. Z Morand. Zlata Morand. Ma sœur. Je suis resté assise dans le noir à fixer le chiffre. 220 000. Roubles. Chaque mois. À Zlata. C'était le premier chiffre qui ne concordait pas. J'aurais dû m'arrêter là. Une personne normale aurait fermé l'application, serait rentrée chez elle, se serait couchée, et s'en serait occupée le matin, comme quelqu'un qui croit aux limites et à l'autopréservation, et non comme quelqu'un assis seul dans un parking à 20h30 un mercredi soir, fixant relevé bancaire sur un téléphone. Mais je ne suis pas une personne normale. Je suis jury comptable. Et les jurys comptables ne s'arrêtent pas à la première anomalie. Ils s'arrêtent quand chaque chiffre a été justifié. J'ai fait défiler jusqu'au mois 32. 3 nuits. C'est le temps qu'il a fallu pour démanteler 17 ans de foi aveugle. Nuit 1. J'ai cartographié les transferts SBP. 220 000 roubles. Même jour chaque mois. Même bénéficiaire. Z, Morand. Zlata, ma sœur. Les transferts ont commencé il y a 37 mois, ce qui signifiait que depuis plus de 3 ans, mon argent transitait par le compte de ma mère pour arriver sur celui de Zlata sans que l'une ou l'autre ne me le dise et sans que je ne prenne la peine de regarder. Nuit 2. J'ai suivi le liquide. 80 000 roubles de retrait au distributeur chaque mois, toujours à l'automate du Sud-Ouest, près de la salle de sport dont Zlata postait des photos. Pas la salle de ma mère. Pas le quartier de ma mère. J'ai ouvert les relevés de cartes ensuite. Le magasin Tsum. Le magasin de cosmétiques Zoloto Yabloko. Un salon de beauté sur l'île de Petrograd qui facture 6 000 roubles pour une manucure, je le sais parce que je n'y suis jamais allé, mais apparemment ma carte si. Nuit 3. Le calcul. J'étais assise à ma table de cuisine avec Ninel en cesse. Haut-parleur, car Ninel avait cessé de prétendre que ce n'était pas aussi son enquête. Elle est comme ça. Dès qu'un problème entre dans son champ de vision, il devient le sien. C'est soit sa meilleure qualité, soit la plus épuisante, selon les jours. Lis-moi les totaux, dit-elle. Rédirection mensuelle vers Zlata. Transfert. Direct, 220 000. Retrait d'espèces mensuel près de la salle et de l'appartement de Zlata, 80 000. Frais mensuels sur la carte de ma mère correspondant au style de vie et au lieu de Zlata, environ 180 000. Total mensuel redirigé. Environ 480 000 roubles. Sur les 850 000. Oui, donc moins de la moitié de ton argent payait réellement les factures de ta mère. Correct. Ninel s'est tue. Je pouvais entendre son stylo tapoter contre quelque chose. Elle fait ça quand elle décide de dire la chose prudente ou la chose vraie. Ta mère n'a pas seulement pris ton argent, Taïsia. Elle a construit un pipeline. Toi à une extrémité, Zlata à l'autre. Et ta mère au milieu. Maniant la vanne. Je n'ai pas discuté. Les chiffres ne laissaient pas de place à la discussion. Que fait Zlata comme travail? A demandé Ninel. Elle est organisatrice d'événements en freelance. Et comment vont les affaires? Elle a organisé une fête de départ pour un voisin au printemps dernier. Avant ça, elle a lancé une entreprise de box par abonnement. Une box de quoi? Des bougies. C'était la première. Puis, des cristaux. Puis, quelque chose appelé expérience de collation curatée. Donc une boîte de chips. Des chips artisanales. Il y a une différence. Apparemment. Taïsia. L'entreprise de bougies a duré 4 mois. Les cristaux ont duré 2. Les box de chips, elle les gère encore techniquement, mais son dernier post Instagram à ce sujet date de novembre. Et c'était une photo d'elle en train de manger le stock. Ninel a expiré, d'une manière qui communiquait une fatigue professionnelle très spécifique. Donc le revenu annuel de Zlata est de quoi? 150 000 dans une bonne année. Et son loyer est de 120 000 par mois, payé par sa mère. Avec ton argent. Est-ce que Zlata sait d'où vient l'argent? C'était la question que j'évitais. Parce que la réponse déterminait si ma sœur était une participante ou une passagère. Et je n'étais pas prête à savoir laquelle. Je ne sais pas, ai-je dit. Ma mère lui a dit qu'elle avait des économies. Ta mère a sa retraite et ce qui reste après avoir redirigé tes paiements. Elle n'a pas d'économie. Elle a de la comptabilité. J'ai parcouru l'Instagram de Zlata pendant que Ninel parlait. C'était là, il y a 2 semaines. Sochi. Sable blanc, eau turquoise. Un cocktail qui coûtait probablement 2000 roubles. Légende, recharge, béni, ma viesse belle. Reconnaissante. Reconnaissante. Les mots sont restés dans ma gorge comme une arête de poisson. J'ai retracé le voyage. Vol, réservé avec la carte de ma mère.
Hôtel. 4 nuits au Radisson, 96 000 roubles. Restaurant, spa, shopping, encore 380 000 et quelques. Total, environ 480 000 pour 4 jours. À Sochi. Le montant exact redirigé de mon compte chaque mois. Les vacances de ma sœur ont coûté exactement ce que j'ai payé en travail invisible pendant 30 jours. Un mois de ma vie converti en 4 jours de la sienne. Taïsia, je suis là. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai fermé l'ordinateur. Le tableur avait 47 colonnes maintenant. 37 mois de données. Chaque rouble justifié. Chaque transfert retracé. Chaque mensonge assigné à un numéro de ligne. Ce que je fais toujours, et je dis. Suivre l'argent. L'argent est suivi. Il est dans ton tableur en ce moment. Alors je vais le suivre jusqu'au bout. Les 17 ans complets. Chaque mois. Chaque rouble. Ça va. Te prendre une autre semaine. J'ai payé pendant 17 ans, Ninel. Je peux passer une semaine de plus à lire. Elle n'a pas discuté. Elle connaissait cette voix. Celle qui ne négocie pas, ne vacille pas, ne demande pas de permission. Elle l'appelle ma voix d'Audi. J'ouvre à nouveau l'ordinateur. Je remonte. Mois 1. L'été de mes 19 ans, sur le sol de mon premier appartement, configurant le prélèvement automatique parce que ma mère disait qu'elle avait besoin d'aide. Avez-vous déjà payé pour quelque chose toute votre vie d'adulte sans jamais demander où l'argent allait? Réellement? Pas parce que vous vous en fichiez. Parce que vous y teniez trop. Parce que demander aurait signifié voir, et voir aurait signifié choisir, et choisir aurait signifié perdre la seule personne qui était censée vous aimer. Gratuitement. J'avais les chiffres maintenant. Tous. Ce que je n'avais pas, ce dont j'avais besoin avant de pouvoir faire quoi que ce soit avec ces chiffres, c'était le courage de ressentir ce qu'ils signifiaient. Cette partie est venue, après. Et elle a failli me briser. Le tableur a pris 6 nuits de plus pour être achevé. 17 ans. 204 mois. Chaque paiement, chaque transfert, chaque ligne retracée, catégorisée et codée par couleur. Parce que c'est ce que je fais quand je ne peux pas traiter quelque chose émotionnellement. Je l'organise. Au moment où j'ai fini, c'était samedi matin. J'ai tout imprimé. 47 colonnes, 6 pages, orientation paysage, parce que le portrait ne pouvait pas contenir tous les dégâts. J'ai étalé les pages sur le sol de mon appartement, côte à côte, par ordre chronologique, et je me suis assise en tailleur au milieu, comme une femme assise dans les décombres de quelque chose qu'elle a construit de ses propres mains et incendié avec l'allumette de quelqu'un d'autre. La redirection vers Zlata avait commencé il y a 37 mois, mais le schéma était plus vieux que ça. Avant Zlata, il y avait d'autres fuites. Un prélèvement récurrent pour un magasin de meubles dont ma mère n'avait pas besoin. Des retraits d'espèces qui grimpaient chaque décembre, chaque août, chaque mai. L'argent partait dans des directions que je n'avais jamais remises en question, parce que remettre en question signifiait regarder, et regarder signifiait voir, et voir signifiait choisir, et j'avais passé 17 ans terrifié par le choix. Je suis resté assise là et j'ai fait ce que j'évitais depuis la nuit où j'avais annulé les prélèvements. J'ai laissé les chiffres devenir des souvenirs. 23 ans. Mes amis d'université prévoyaient un voyage en Carélie. 5 jours, location de voiture, tente au bord de l'eau. Coût total par personne. 40 000 roubles. J'ai dit que je ne pouvais pas me le permettre. Je pouvais me le permettre. Mais 40 000, c'était 40 000 de moins sur le compte qui saignait 850 000 chaque mois. Et j'avais déjà appris que l'hémorragie passait en premier, et ma vie en second. Mes amis sont partis sans moi. Ils parlent encore de ce voyage. Moi, non. 27 ans. Arcadie. 4 ans ensemble, il était gentil et patient, et il préparait une cafetière chaque matin sans qu'on lui demande une petite chose, sauf si vous ne l'avez jamais eu. Dans ce cas, c'est tout. Nous avons rompu un dimanche d'octobre. Il s'est assis sur le bord du lit et a dit « Taya, je t'aime, mais tu donnes tout à ta mère et il ne reste rien. Pas pour moi. Même pas pour toi. » Je lui ai dit qu'il ne comprenait pas. Il a dit qu'il comprenait parfaitement. Il avait raison. J'avais raison. Nous avions tous les deux raison sur des choses différentes, et c'est le genre de rupture dont on ne se remet pas parce que personne n'avait tort. 31 ans. Une conseillère en prêt dans une banque. J'étais allé dans une succursale loin de chez moi, pour ne pas risquer que quelqu'un que je connaissais me voie demander quelque chose que j'aurais dû pouvoir m'offrir. 10 fois. La conseillère a examiné mon dossier. Bon crédit. Revenu solide. Elle a levé les yeux et a dit « Votre ratio d'endettement est anormalement élevé pour quelqu'un de votre catégorie. Pouvez-vous expliquer les sorties de fonds récurrentes ?» J'ai souri et dit que j'avais des obligations familiales. Elle a hoché la tête. Elle n'a pas demandé lesquelles. Je n'ai pas précisé. La demande de prêt est restée dans ma boîte à gants pendant 3 semaines avant
Que je ne la déchiquette. 3 souvenirs. 3 moments. Quand j'aurais pu m'arrêter, demander, regarder. 3 moments où la porte de sortie était juste là. Et je suis passé devant. Parce qu'entrer signifiait admettre que ma mère n'était pas celle que j'avais besoin qu'elle soit. Et c'était un chiffre que je n'étais pas prête à réconcilier. Je me suis assise par terre avec le tableur et j'ai pensé à mon père. Pas la version que ma mère racontait. Pas l'homme qui est parti, qui a abandonné, qui s'est choisi. L'homme que je connaissais réellement, celui qui s'asseyait dans un box chaque 3e samedi et m'apprenait à lire la vérité dans une rangée de chiffres. J'avais 17 ans, toujours au Romashka. Bien que le café ait changé de propriétaire 2 fois et que la vitrine à pâtisserie ait été remplacée par un présentoir moderne, mon père et moi remplissions une demande d'ouverture de livret sur la table entre son café et mon milkshake, en utilisant un stylo emprunté à la serveuse parce qu'aucun de nous n'en avait apporté. Le formulaire demandait son numéro de sécurité sociale, ou numéro fiscal. Il l'a mal écrit, l'a raturé. L'a encore mal écrit. Taya, c'est quoi mon numéro? Je lui ai dit. Il m'a fixé. Comment tu connais mon numéro par cœur? Tu as laissé une déclaration d'impôt sur la table l'année dernière. Je l'ai lu. Il a marqué une longue pause, comme il le faisait quand il ressentait quelque chose de trop grand pour le box. Puis il a dit, tu es déjà meilleur que moi, pour ça. C'est toi qui m'as appris, ai-je dit. Il a regardé les crêpes qu'il avait commandées, mais à peine touchées. Il commandait toujours des crêpes. Il ne les finissait jamais. Je pense qu'il les commandait parce que c'est ce qu'il me préparait les samedis matins avant de partir. Et les manger dans un café était le plus proche qu'il pouvait être de cette cuisine sans y retourner. Je t'ai appris les chiffres, a-t-il dit. Le courage, lui, il est à toi. Il a gardé ça pendant une seconde. Peut être 2. Puis il a poussé l'assiette vers moi. Tu vas les finir, j'ai mangé. Il a fini son café. Nous n'avons plus reparlé de courage. Ce n'était pas notre façon de fonctionner. Nous fonctionnions avec des chiffres, des petits déjeuners, et le fait d'être là, mois après mois, sans avoir besoin d'expliquer pourquoi. Ce souvenir m'a rattrapé sur le sol de mon appartement à 2 heures du matin, entouré de 6 pages de preuves, et il a ouvert une brèche. J'ai pleuré. Pas comme les gens pleurent dans les films, pas avec les mains sur la bouche et les épaules qui secouent joliment. J'ai pleuré comme une femme pleure quand elle a tenu un chiffre dans sa poitrine pendant 17 ans, et qu'elle le laisse enfin sortir. Moche, longue. Le genre de pleurs qui vous font mal aux côtes après, comme si quelque chose de structurel avait bougé. Je ne pleurais pas parce que ma mère m'avait volé. Je ne pleurais pas parce que ma sœur vivait sur l'argent que j'avais gagné. Je pleurais parce que je savais, quelque part sous les prélèvements et les chèques et le silence, j'avais toujours su, et j'avais choisi de ne pas regarder. La jury comptable qui pouvait raquer 5 milliards à travers des sociétés écrans ne pouvait pas se résoudre à ouvrir le relevé bancaire de sa propre mère parce que l'audit dont elle avait peur n'avait jamais porté sur l'argent. Il portait sur la réponse. Mon père m'a dit un jour dans ce box, avec ce café, avec ce stylo emprunté. Sache toujours où va ton argent. Et j'avais brisé cette règle chaque mois. Pendant 17 ans. Pas parce que j'étais négligente, mais parce que j'étais loyale. Et la loyauté, quand elle coule dans une seule direction trop longtemps, commence à ressembler beaucoup à autre chose. Je suis resté par terre jusqu'à ce que les pleurs s'arrêtent. Puis je me suis levé. J'ai lavé mon visage. J'ai ramassé les 6 pages. J'ai aligné les bords. Je les ai mises dans une chemise cartonnée. Je l'ai étiqueté au marqueur noir, Audit financier foyer Morand. Moi à 204. La jury comptable était de retour. Et elle avait un dossier à boucler. 3 jours plus tard, ma mère a envoyé un SMS. En majuscule. Le mot comportement. Et une invitation à dîner qui n'en était pas vraiment une. Ma mère n'a jamais été une femme passive. Elle n'attend pas que les choses lui arrivent. Elle arrive aux choses. Alors, quand 14 jours sont passés et que son hypothèque a été rejetée et que sa facture d'électricité est restée impayée et que sa compagnie d'assurance a envoyé une lettre qu'elle ne comprenait pas, elle n'est pas restée sagement dans sa cuisine à se demander ce qui n'allait pas, elle a pris son téléphone et elle est partie en guerre. Je le sais parce que les appels ont commencé un mercredi. Le premier est venu de ma tante Regina, la sœur aînée de ma mère, qui vit à Gatchina et n'a jamais, une seule fois dans ma vie, demandé comment j'allais sans faire suivre sa question. D'une demande. Taïsia, ta mère m'a appelé en larmes. Elle dit que tu lui as coupé les vivres. Après tout ce qu'elle a fait pour vous les filles. Après vous, avoir élevé seule, je pense juste que tu devrais savoir à quel point tu l'as blessé. J'ai tenu le téléphone loin de mon oreille et je l'ai regardé comme on regarde un procès-verbal de stationnement. Pas avec colère, avec la reconnaissance, tranquille que quelqu'un a décidé que vous lui deviez quelque chose et qu'il y a un système en place pour collecter. Merci d'avoir appelé, tante Regina, ai-je dit. Elle vous a élevé seule, Taïsia.
J'apprécie que vous partagiez cela. Est-ce que tu m'écoutes au moins? Je vous écoute, je ne suis juste pas d'accord avec vous. Ce sont deux choses différentes. Elle a raccroché. Mon oncle Robert a appelé 40 minutes plus tard. Même scénario, voix différente. Puis la voisine de ma mère, Svetlana, à qui j'ai parlé exactement 2 fois dans ma vie. Une fois lors d'un barbecue et une fois quand elle a eu besoin de quelqu'un pour déplacer une étagère. Puis une femme nommée Jeanne, dont j'ai déterminé plus tard qu'elle faisait partie du club de lecture de ma mère. Ne savait pas qu'elle en avait un, ce qui vous en dit long sur la part de la vie de ma mère dont je faisais réellement partie par rapport à la part de ses factures que j'étais censé payer. 4 appels en un après-midi. Chacun délivrait le même message dans un emballage légèrement différent. Ta mère a tout sacrifié. Ta mère t'a élevé. Seule. Ta mère mérite mieux. Ma mère ne m'avait pas appelé directement. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait construit un chœur, et le chœur chantait sa version de la chanson, et chaque voix disait la même chose parce que chaque voix avait reçu le même texte. Elle ne m'a pas élevé seule, mais personne dans ce chœur ne le savait. Je me suis assise à mon bureau au travail et j'ai laissé les messages vocaux s'accumuler. Ninel observait de l'autre côté de notre bureau partagé, ses lunettes de lecture basses sur son nez, son expression celle qu'elle utilise quand elle rassemble des données avant de rendre un verdict. Combien jusqu'à présent? A-t-elle demandé. 4 appels. 3 messages. Un SMS d'une certaine Jeanne. C'est qui Jeanne? Club de lecture. Ta mère a un club de lecture? Apparemment. Qu'est-ce qu'elle lise? Je n'en ai aucune idée, Ninel. Je parie que c'est un truc avec une femme en couverture, courant dans un champ. J'ai presque souri. Presque. Les messages continuaient d'arriver. Ce soir-là, Zlata a appelé. Le nom de ma sœur est apparu sur mon téléphone à 19h42, ce qui était inhabituel, car Zlata communique principalement par stories Instagram et SMS occasionnels constitués entièrement d'émojis et du mot « grave ». Un véritable appel téléphonique signifiait que quelque chose avait traversé la membrane. « Salut », dit-elle. Sa voix était légère, comme elle l'est quand elle essaie de paraître décontractée pour quelque chose qui ne l'est pas du tout. Alors, maman est un peu en train de paniquer. Elle dit que tu as arrêté d'aider avec les factures ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai écouté ça, voix, la cadence, les endroits où elle montait, où elle descendait. Je fais ça. J'écoute la musique sous les mots parce que les mots dans ma famille ont toujours été peu fiables, mais la musique ne ment jamais. Zlata n'appelait pas parce qu'elle était inquiète pour notre mère. Zlata appelait parce que le loyer de Zlata n'était pas arrivé ce mois-ci. Le transfert, SBP de 220 000 n'était pas passé. Et le tampon entre Zlata Moran et la réalité financière faisait exactement la largeur d'un transfert mensuel qu'elle n'avait jamais remis en question venant d'une source qu'elle n'avait jamais confirmée. Et maintenant, le transfert était en retard. Et la source était silencieuse. Et Zlata sentait le sol se dérober sous sa vie curatée. Demande à maman d'où venait l'argent, les 220 000 par mois pour ton loyer. Demande-lui pour les 80 000 en liquide près de ta salle de sport. Demande-lui pour les frais de SUM et le voyage à Sochi et l'entreprise de bougies et celle de cristaux et les expériences de collation. Demande-lui d'où tout ça venait. Silence. Un silence assez long pour que j'entende le ronronnement du réfrigérateur dans son appartement, l'appartement que je payais, le réfrigérateur qui gardait au frais les courses que je finançais, le silence qui se produisait dans une vie que je finançais sans recevoir ne serait-ce qu'un SMS pour mon anniversaire. Taïsia, je ne comprends pas de quoi tu parles. Alors demande à maman. Elle t'expliquera. Ou pas. Dans tous les cas, tu auras ta réponse. J'ai raccroché. J'ai posé mon téléphone face contre le comptoir. Je suis resté là 1 minute, les mains à plat sur le granit, respirant. Puis j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai commencé la préparation finale. Le tableur était fini. J'avais passé 6 nuits à le peaufiner, comme je peaufine les rapports clients avant une déposition. Parce que dans mon monde, un tableur n'est pas seulement un document. C'est un argument. Chaque en-tête de colonne est une affirmation. Chaque cellule est une preuve. Chaque formule est une logique. Et quand la logique est propre, l'argument se fait tout seul. Je l'ai imprimé. 6 pages. Codage couleur. Surlignage bleu pour les dépenses. Légitime, hypothèque, électricité, assurance, minimum carte de crédit. C'était réel. C'était ce pourquoi je pensais payer. Surlignage rouge pour l'argent redirigé vers Zlata. Transfert SBP, retrait au distributeur, frais, de carte de crédit aux endroits proches de l'appartement de Zlata et fréquenté par son compte Instagram. Surlignage jaune pour les frais que je ne pouvais pas tracer définitivement. Des frais qui tombaient dans la catégorie que mon père aurait appelé divers, ce qui signifiait que quelqu'un espérait que je ne poserais pas de questions. Ninel est passée ce soir-là avec de la nourriture thaïlandaise et une bouteille de vin qu'elle a posée sur mon comptoir sans commentaire. Elle a regardé les 6 pages étalées sur ma table de cuisine,
à regarder le codage couleur, à regarder la chemise cartonnée. Tu vas vraiment apporter un tableur au dîner du dimanche? Dit-elle. C'est ma façon de débattre. La plupart des gens apportent du vin. Elle désigna la bouteille qu'elle venait de poser. Le vin ne prouve pas la fraude. Non, dit Ninel, en ramassant la page 3 et en la tenant sous un angle, de la façon dont elle lit les dépositions. Mais ça t'aide à survivre. À la conversation après. Elle est restée jusqu'à 10 heures. Nous avons mangé et elle m'a posé une question pour chaque page du tableur. Pas parce qu'elle doutait de mon travail, mais parce que c'est ce que font les bons auditeurs. Ils testent la résistance. Ils cherchent le chiffre qui ne tient pas. Elle n'a rien trouvé. Les chiffres tenaient. À la porte, elle s'est arrêtée. Taïsia. Oui, qu'est-ce que tu vas faire si elle pleure? Je l'ai regardée. Ma mère ne pleure pas. Ma mère joue à pleurer. C'est différent. Et si Zlata pleure? Cette question est restée dans ma poitrine comme une pierre que je ne pouvais pas poser. Parce que les larmes de Zlata, si elles venaient, seraient réelles. Zlata ne joue pas. Zlata n'a simplement jamais été appelée à porter quoi que ce soit d'assez lourd pour nécessiter une performance. Alors je la laisserai pleurer, et je dis. Et je ne ramasserai pas la note. Ninel est partie. J'ai verrouillé la porte. J'ai lavé les contenants à emporter. Je les ai séchés. Empilés. J'ai remis le tableur dans la chemise. La chemise. Dans mon sac. Dimanche. 6 heures. La table serait dressée. L'audience serait assemblée. Et ma mère attendrait avec le seul texte qu'elle ait jamais écrit. Celui où elle est restée et mon père est parti et où je lui dois tout pour la différence. J'apportais un texte différent. 6 pages, 47 colonnes. 17 ans. Et une question que je n'avais jamais eu le droit de poser. Qu'apporteriez-vous à ce dîner? Le pardon? Ou l'épreuve? La dernière fois que j'ai parlé de l'argent à mon père, c'était un samedi 2 novembre, il y a 7 ans. J'avais 29 ans. Il en avait 57 et venait d'emménager, à Viborg, à 2 heures à l'est de Saint-Pétersbourg, parce que ses genoux s'aggravaient, et parce que Viborg était le genre de ville où un électricien retraité pouvait réparer des choses pour les voisins en échange de conversations et de tartes, ce qui était tout ce qu'il avait jamais vraiment voulu. Le café était nouveau, pas le Romashka. Un endroit appelé, chez Yuji, dans une rue latérale près de la baie avec des murs, lambrissés de bois, et une serveuse qui appelait tout le monde, chérie, et une vitrine à pâtisserie plus petite que celle du Romashka, mais mieux garnie. Mon père avait déjà trouvé le dernier box. Il trouvait toujours le dernier box. Je pense qu'il pouvait entrer dans n'importe quel restaurant du pays et en 10 secondes identifier la table la plus éloignée de la porte, la plus proche de la cuisine, avec une vue dégagée sur quiconque entre. Pas parce qu'il était paranoïaque. Parce qu'il était un homme qui avait passé 20 ans à être le secret de quelqu'un. Et les secrets s'installent plus confortablement au fond de la salle. Je lui ai parlé des prélèvements. De tous. Les montants, les comptes, les années. Je lui ai parlé de la conseillère en prêt et de la demande d'hypothèque, déchiquetée. Je lui ai parlé d'Arcadie, qui était parti parce qu'il ne restait plus rien. J'ai tout exposé comme j'expose un audit ligne par ligne parce que c'était le seul langage que nous partagions qui ne nécessitait de la part d'aucun de nous deux de prononcer le mot amour. Il écoutait. Il n'interrompait pas. Il a ramassé sa tasse de café une fois, l'a posée sans boire, l'a ramassée à nouveau. Quand j'ai fini, il a regardé par la fenêtre. La baie était basse à cette époque de l'année, gris vert et lente, et il l'observait de la façon dont il observe les choses qu'il ne peut pas réparer. Combien? Dit-il. Je lui ai dit le chiffre mensuel. Il est resté silencieux, pendant un long moment. Puis il a dit, tu sais combien je facture pour recabler une cuisine? Non. Environ 100 000 roubles. Ça me prend 3 semaines. 21 jours à tirer du fil, couper du placo, étiqueter les disjoncteurs. Un travail dur. Un bon travail. Il marqua une pause. Tu payes plus de 8 fois ça chaque mois. Pour rien. Et personne n'a jamais dit merci. Je sais. Est-ce que tu le sais vraiment? Cette question a atterri différemment de ce à quoi je m'attendais. Pas tranchante. Fatiguée. Comme s'il avait attendu que j'arrive à un chiffre qu'il avait calculé il y a des années et avec lequel il vivait depuis. Seul. Dans le box du fond, incapable de dire quoi que ce soit parce que dire quelque chose aurait signifié me dire quoi faire, et mon père est beaucoup de choses mais il n'est pas un homme qui dit à sa fille quoi faire. Il lui donne les outils. Il lui fait confiance pour les utiliser. Quand tu seras prête à t'arrêter, dit-il, tu t'arrêteras. Je ne vais pas te dire quand. Ce n'est plus mon travail. Alors c'est quoi ton travail? Il m'a regardé. Puis il a ramassé son café, a bu une lente gorgée, l'a posé avec les 2 mains, de la façon dont on pose quelque chose quand on veut qu'il reste exactement là où il est. Le 3e samedi de chaque mois.
C'est ça mon travail. Je n'ai pas pleuré. Lui non plus. Nous avons commandé à manger. 7 ans plus tard, la nuit avant le dîner du dimanche, j'étais assise dans ma voiture sur le parking de mon complexe et je ne pouvais pas entrer. Le moteur était coupé. La chemise était sur le siège passager. 6 pages, 47 colonnes, 204 mois. Tout ce dont j'avais besoin et je ne pouvais pas bouger parce que quelque chose s'était installé dans ma poitrine qui était plus lourd que les chiffres et plus froid que les données et ça avait un nom que je ne voulais pas prononcer à voix haute. J'avais peur de devenir mon père. Pas l'homme que je connaissais. Pas l'homme. Dans le box. J'avais peur de devenir la version de mon père que ma mère avait construite. La version qui existait dans son histoire. Celle qu'elle avait racontée à tante Regina et oncle Robert et Svetlana et Jeanne du club de lecture. Et à chaque personne dans son orbite pendant 27 ans. Celui qui est parti. Celui qui a abandonné. Celui qui s'est choisi au détriment de sa famille. Si j'entrais dans cette salle à manger demain avec un tableur et une vérité, je deviendrais cette version. Pas dans les faits, mais dans la seule réalité qui importait pour les gens assis à cette table parce que ma mère avait passé des décennies à construire une réalité dans laquelle partir et le péché est resté. Et la vertu et quiconque remet en question cette équation est coupable par définition. Zlata le dirait. Je savais qu'elle le dirait parce que c'était la seule arme qu'elle avait. Tu es juste comme papa. 4 mots. Et une partie de moi, celle qui payait les factures depuis 17 ans pour éviter d'entendre ces mots les croirait. J'ai pris mon téléphone. J'ai texté Ninel. Et si j'avais tort? 3 points. Puis, tu as trouvé des millions de fonds redirigés sur 37 mois. Tu retracé chaque transfert. Tu as vérifié chaque montant. Le tableur n'a pas tort. Tu n'as pas tort. Tu as peur. Ce sont 2 choses différentes. J'ai relu 2 fois. 3 fois. Posé le téléphone. Elle avait raison. La peur et l'erreur se ressemblent de l'intérieur. Toutes 2 vous font hésiter. Toutes 2 vous font douter de ce que vous savez. Mais l'erreur signifie que les chiffres ne s'additionnent pas. La peur signifie qu'ils s'additionnent. Et vous auriez aimé que ce ne soit pas le cas. Mes chiffres s'additionnaient. Chacun d'eux. Je suis entré. J'ai dormi. Pas bien, mais j'ai dormi, ce qui est plus que ce que j'espérais. Dimanche matin, je me suis réveillé tôt. 6h15. J'ai fait du café. Je suis resté à la fenêtre. Saint-Pétersbourg faisait ce qu'elle fait au début du printemps, où le ciel ne peut pas se décider entre le gris et le bleu pâle et s'installe sur les deux, et les arbres le long de la rue commencent à peine à bourgeonner, et tout semble attendre la permission de commencer. Je me suis habillé. Rien de spécial. Un pantalon noir, un chemisier gris, des chaussures plates. Je ne m'habillais pas pour la guerre. Je m'habillais pour le travail, parce que c'est ce que c'était. Un livrable. Une présentation de conclusion. Un argument de 6 pages qui se ferait tout seul. Si je restais assez calme pour le laisser faire. J'ai pris la chemise, vérifié les pages. Les 6, en ordre. Bleu, rouge, jaune. Légitime, redirigé, inexpliqué. Le système de couleurs que mon père ne m'avait jamais appris mais qu'il aurait compris, car c'était la même logique qu'il utilisait quand il étiquetait les boîtiers de disjoncteurs. Bleu, pour le vif, rouge pour le danger, jaune pour l'inconnu. Je suis monté dans la voiture, sorti du parking, j'ai tourné sur les quais, là, même rue où se trouvait le café, Romashka, avant qu'il ne devienne un bar à ramen, avant que le bar à ramen ne devienne un espace de coworking, avant que l'espace de coworking ne ferme. Le café était parti, mais la leçon était encore là. Installée sur le siège passager à côté de la chemise, prononcée par la voix de mon père, claire et nette. Quand quelqu'un écrit divers, il espère que tu ne poseras pas de questions. J'avais fini de ne pas poser de questions. La lumière du Porsche de ma mère était allumée quand je suis entré dans l'allée. À 17h53. La porte d'entrée était ouverte, à l'intérieur, je pouvais entendre sa voix, déjà forte, déjà confiante, jouant déjà pour l'audience qu'elle avait assemblée. J'ai pris la chemise, fermé la porte de la voiture, monté les marches, et pour la première fois en 17 ans, je n'apportais pas de chèque. La table était dressée pour 6. Ma mère, Zlata, tante Regina, oncle Robert, moi-même, et une chaise vide que je supposais être là pour la forme. Des sets de table, des serviettes en tissu, un rôti au centre qui sentait le romarin et la performance, car ma mère n'a jamais cuisiné un rôti de sa vie pour moins de 3 témoins. Elle se tenait en bout de table quand je suis entré. Debout, les bras le long du corps, le menton légèrement relevé, la posture d'une femme qui a répété son texte d'ouverture et attend que son public s'installe. Tante Regina était sur la chaise la plus proche de la cuisine, serrant un verre de vin blanc, comme une bouée de sauvetage. Oncle Robert était assis en face d'elle, les mains croisées,
regardant la nappe de la façon dont les hommes regardent les nappes, quand ils savent qu'ils vont être au milieu de quelque chose qu'ils ne peuvent pas réparer avec des outils. Zlata était à l'autre bout, téléphone face contre la table, ce qui signifiait qu'elle essayait d'être présente, ce qui signifiait qu'elle était nerveuse. Taïsia, dit ma mère. Pas de bonjour, pas de merci d'être venu. Juste mon nom, prononcé comme une sommation. Maman. Je me suis assise, j'ai posé mon sac par terre à côté de ma chaise. Je ne l'ai pas ouvert. Pas encore. Ma mère commença. Je suis contente que nous soyons tous là, car je pense qu'il est important pour cette famille de parler de ce qui s'est passé. J'ai élevé mes filles seules. Elle regarda Regina, qui hocha la tête. J'ai travaillé. J'ai fait des sacrifices. J'ai donné tout ce que j'avais pour m'assurer que vous les filles ayez un toit, à manger et une vie. Et maintenant l'une de mes filles a décidé, apparemment, que je ne méritais plus d'aide. Elle marqua une pause. Pas pour reprendre son souffle. Pour les faits. Ma mère marque des pauses comme un chef d'orchestre lève une baguette. Elle attend que l'orchestre suive. Taïsia, je ne sais pas ce qui t'a pris, mais cette famille ne s'abandonne pas. Nous ne sommes pas ton père. Voilà. La phrase. Celle qu'elle affûtait, depuis 27 ans. Celle qu'elle gardait dans un tiroir comme un couteau de cuisine, prête pour toute occasion nécessitant de trancher. Je l'ai laissé planer. J'ai laissé tout le monde à la table l'absorber, ressentir son poids, ajuster ses sympathies en conséquence. Puis, j'ai plongé la main dans mon sac et j'ai posé la chemise sur la table. C'est quoi ça, dit ma mère. Des chiffres. J'ai ouvert la chemise. Page 1. Je n'ai pas regardé ma mère. J'ai regardé tante Regina. Parce que tante Regina était celle qui m'avait appelé pour dire que je devrais avoir honte. Et tante Regina méritait de voir à quoi ressemble réellement la honte quand elle est détaillée par écrit. Voici 17 ans de relevé bancaire des comptes du foyer de ma mère. J'y ai accès. Parce que j'ai configuré le système de prélèvement automatique il y a 17 ans. J'ai pointé la première colonne. La colonne A est le revenu. Ce sont les 850 000 roubles que j'ai envoyés chaque mois. Hypothèque, électricité, assurance, carte de crédit. Taïsia, ce n'est pas le moment. La voix de tante Regina s'est éteinte quand elle a vu la première page. C'est exactement le moment. Je suis passé à la page 2. La colonne B est la sortie, là où l'argent allait, après être arrivé sur le compte de ma mère. Et c'est là que les chiffres cessent de concorder. La salle était calme. Pas le calme poli d'un dîner. Le calme, tendu d'une déposition, où tout le monde sent que la phrase suivante va coûter quelque chose à quelqu'un. 220 000 roubles. Transfert SBP. Chaque mois. Bénéficiaire, Z, Morand. J'ai regardé Zlata. C'est ton loyer, Zlata. Zlata ouvrit la bouche. La referma. L'ouvrit à nouveau. Maman a dit qu'elle avait des économies. Elle n'a pas d'économie. Elle a mes prélèvements automatiques et sa retraite. C'est tout. Je suis passé à la page 3. 80 000 roubles de retrait mensuel au distributeur du Sud-Ouest. C'est près de ta salle de sport et de ton appartement, pas près de chez maman. Plus environ 180 000 roubles de frais mensuels sur la carte de maman chez Tsum, Zoloto Yabloko, des restaurants et des magasins qui correspondent à ton activité Instagram. J'ai marqué une pause, y compris un voyage à Sotchi il y a 2 semaines. 4 jours. 480 000 roubles. Vol, hôtel, restaurant et une séance de spa sur l'avenue Collins, ou son équivalent. Le visage de Zlata était devenu livide. Pas le blanc de l'embarras. Le blanc de quelqu'un qui regarde le sol sur lequel il se tient se dissoudre, carreau par carreau, et réalise qu'il n'y a rien en dessous. Je ne savais pas, dit-elle. Sa voix était minuscule. La colonne A est d'où l'argent venait, ai-je dit. C'est moi. La colonne B est où il allait. C'est toi. Sur les 850 000 que j'ai envoyés chaque mois, environ 480 000, presque la moitié, ont été redirigés pour financer ta vie, ton loyer, ta salle de sport, tes vêtements, tes voyages, tes entreprises de boxe par abonnement qui ont duré un total de 8 mois. Ma mère frappa la table de sa main. Pas assez fort pour faire trembler la vaisselle, mais assez pour rappeler à tout le monde qu'elle était encore debout. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour cette famille. Non, ai-je dit. Je n'ai pas élevé la voix. Je l'ai baissée, de la façon dont je fais dans les dépositions quand j'ai besoin que l'assistance se penche. Tout ce que j'ai payé, je l'ai payé pour cette famille. Ce que tu as fait, c'est le rediriger. Tu as construit un pipeline, maman, moi à un bout, Zlata à l'autre, et toi au milieu, décidant où mon argent allait sans que je le sache ni y consente. Tu as proposé, s'écria ma mère. Tu as proposé d'aider. Tu as configuré les paiements toi-même. J'ai proposé de payer ton hypothèque et tes factures. Je
N'est pas proposé de financer le style de vie de ma sœur via ton compte. Ce sont deux choses différentes. Il n'y a pas de différence. La famille aide la famille. La famille ne ment pas à la famille sur la destination de l'argent. Ma mère regarda Regina. Regina regarda la nappe. Ma mère regarda Robert. Robert n'avait pas bougé. Depuis que je m'étais assise. Le chœur de ma mère était silencieux. Le texte qu'elle avait écrit pour eux n'incluait pas une scène où les chiffres étaient sur la table, surlignés en 3 couleurs avec les reçus. Elle chercha la dernière arme, celle qu'elle saisit toujours quand les autres échouent, celle qu'elle polit depuis 27 ans, celle qui n'a jamais failli à terminer une conversation en sa faveur. Ton père est parti, dit-elle. Ça, voix craqua, juste un peu, sur le mot père. Je ne pouvais pas dire si le craquement était réel ou joué. Après 27 ans de performance, je ne suis pas sûr qu'elle sache non plus faire la différence. Ton père est parti, Taïsia. Je suis resté. Je vous ai élevé seul. Et voilà comment tu me remercies. Zlata pleurait maintenant. De vraies larmes. Celles qui viennent de la confusion, plutôt que de la manipulation. Elle me regarda avec des yeux mouillés et dit les 4 mots que j'avais su qu'elle dirait, depuis le parking, depuis la nuit noire dans ma voiture, depuis le moment où j'avais décidé de venir ici avec une chemise plutôt qu'un chèque. Tu es juste comme papa, dit-elle. Tu pars? Toujours. La table tomba dans le silence. Tante Regina posa son verre de vin. Oncle Robert desserra ses mains pour la première fois. J'ai regardé ma sœur, puis ma mère, puis à nouveau Zlata. Il ne nous a pas quittés, ai-je dit. Le visage de ma mère changea, pas lentement. D'un coup. Comme un masque qu'on enlève. Sauf que, le masque était le seul visage qu'aucun d'entre eux n'avait jamais vu. Il t'a quitté toi, maman. Pas nous. Toi. J'ai gardé ma voix égale. Stable. La voix d'Audi. Je le sais parce que je prends le petit déjeuner avec papa chaque mois depuis 27 ans. Un box au fond, près de la vitrine à pâtisserie. Il m'a appris à lire les relevés bancaires, quand j'avais 12 ans. Il m'a aidé à ouvrir mon premier compte d'épargne à 17 ans. Il était à ma remise de diplôme, rang 14, siège couloir. Tu étais au 3e rang. Tu ne l'as jamais vu. Personne ne bougea. Personne ne respira. Il n'a pas abandonné cette famille. Il a quitté une situation insupportable. Et il a passé 27 ans à s'assurer que je connaisse la différence. Chaque 3e samedi. Sans faute. Zlata me fixa. C'est pas vrai. C'est vrai. Et je pense que quelque part sous tout ce qu'elle t'a raconté, maman sait que c'est vrai aussi. J'ai regardé ma mère. Elle était toujours debout en bout de table, mais quelque chose de structurel avait bougé. La posture était la même. Le menton était toujours levé, mais ses yeux étaient partis quelque part très loin, quelque part, derrière les textes répétés et la sympathie orchestrée et les 27 ans d'une histoire qu'elle avait racontée tant de fois qu'elle en avait oublié que c'était une histoire. Je ne vais pas expliquer pourquoi il est parti, maman. Tu sais, déjà pourquoi. J'ai fermé la chemise. Je me suis levé. J'ai repoussé ma chaise. Parce que maintenant, même dans ce moment, je suis le genre de personne qui repousse sa chaise. Taïsia, dit ma mère. Juste mon nom. Pas de phrase après. Pas de texte. Pour la première fois de ma mémoire, ma mère a dit mon nom et n'avait rien de préparé pour suivre. J'ai pris mon sac. J'ai marché vers la porte. Je ne me suis pas retourné. Pas par dramatisation. Parce qu'il ne restait rien à cette table que j'avais besoin de voir. La lumière du porche était encore allumée quand je suis sorti. L'air était froid et pur. Comme Saint-Pétersbourg devient après la pluie quand les nuages se sont déplacés vers l'est. Et le ciel s'ouvre juste assez longtemps pour vous rappeler que le bleu existe encore. Je suis monté dans la voiture, j'ai posé la chemise sur le siège passager, j'ai tourné la clé, et j'ai conduit vers chez moi. Les vitres baissées, respirant le premier air que je goûtais en 17 ans qui ne me coûtait pas 850 000 roubles par mois. 2 jours après le dîner, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai créé un dernier tableur. Pas l'audi. L'audi était fini. C'était autre chose. C'était le total des 17 ans de paiement compilés en une seule page, chaque mois justifié, chaque rouble retracé. Je l'ai formaté comme je formate les rapports clients, en tête propre, alignement décimal cohérent, une ligne de résumé en bas en gras. Je suis jury comptable. Même mon deuil a des notes de bas de page. Le chiffre en bas n'était pas une surprise. Je le connaissais depuis des semaines, je le portais dans ma poitrine comme une pierre. Mais le voir en gras, dans la ligne de résumé, dans la police que j'utilise pour les rapports finaux, lui a donné un poids que l'arithmétique mentale n'aurait jamais pu. 173 400 000 roubles. J'ai ouvert mes emails, créé un nouveau message, tapé l'adresse de ma mère, laissé la ligne d'objet vide.
car il n'y avait aucun sujet qui puisse contenir ce que j'allais dire en moins d'un paragraphe, et un paragraphe aurait fait trop de mots. J'ai joint le fichier. Dans le corps de l'email, j'ai écrit 2 phrases, ce n'est pas une facture. C'est un reçu, pour que tu saches exactement ce que tu as dépensé, et pour qui. J'ai appuyé sur envoyer. J'ai fermé l'ordinateur. J'ai fait du thé. Thé noir, sans sucre. Je suis resté à la fenêtre et j'ai regardé Saint-Pétersbourg faire ce qu'elle fait les mardis matin. C'est, à dire, ressemblait exactement à ce qu'elle était tous les autres matins où j'étais resté à cette fenêtre à essayer de ressentir quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Le thé était encore trop chaud. J'ai bu quand même. Certaines habitudes ne changent pas juste parce que vous avez tout changé, d'autres. Les semaines qui suivirent furent calmes de la façon dont l'après-coup est. Calme. Pas paisible. Juste vide du bruit qui les remplissait autrefois. Le paiement de l'hypothèque de ma mère a eu 30 jours de retard, puis 60, puis 90. Je le sais parce que la banque m'a envoyé un avis, puisque mon nom était encore sur l'autorisation de prélèvement original. J'ai appelé la banque, expliqué que je n'étais plus responsable, et leur ai demandé de retirer mes coordonnées. La femme au téléphone a demandé si je voulais rétablir le paiement. J'ai dit non. Elle a demandé si j'étais sûr. J'ai dit que j'étais sûr de la façon dont seule une personne ayant passé 6 nuits à auditer les relevés bancaires de sa propre mère peut être sûre. C'est, à dire, totalement. La maison est entrée en procédure de saisie le 4e mois. Ma mère a emménagé dans un appartement d'une pièce à Morino, une banlieue au nord de Saint-Pétersbourg, où le loyer était assez bas pour que sa retraite le couvre, et les murs assez fins pour entendre les voisins. Je ne l'ai pas aidé à déménager. Je ne lui ai pas rendu visite. Zlata a tenu plus longtemps que ce à quoi je m'attendais. Elle a appelé ma mère. Chaque jour pendant les 2 premières semaines après le dîner. Puis tous les 2 jours. Puis 2 fois par semaine. Puis 1 fois. Au 2e mois, les appels étaient hebdomadaires. Au 3e, ils s'étaient arrêtés. Pas parce que Zlata était en colère. Parce que Zlata avait construit une vie sur une fondation dont elle ne savait pas qu'elle était empruntée. Et quand la fondation fut retirée, la structure ne tint pas. Sans les 220 000 par mois, sans les frais, Tsoum, les virées chez Zoloto Yabloko et les voyages à Sochi, la vie curatée de Zlata s'est contractée à sa taille réelle, qui était un studio et une entreprise de boxe par abonnement qui vendit moins de 11 unités lors de son dernier mois. Elle m'a appelé une fois, pas pour s'excuser, pas pour hurler, juste pour dire « Je ne savais pas, Taïsia ». J'ai dit « Je te crois ». Et c'était vrai. Zlata ne savait pas d'où venait l'argent, tout comme je ne savais pas où l'argent allait. Nous étions toutes deux aveugles, juste dans des directions différentes. Elle était aveugle à la source. J'étais aveugle à la destination. Et notre mère s'était positionnée au milieu, comptant sur aucune de nous deux, pour regarder au-delà d'elle. Quand tu seras prête à parler de ce qui s'est passé et non de ce dont tu as besoin, ai-je dit, appelle-moi. Elle a dit, d'accord. Elle n'a pas encore appelé. Mais elle a dit d'accord. Et c'est un mot différent de adieu. Ma mère m'a appelé chaque jour pendant 3 semaines. Les messages vocaux changeaient comme la météo change. Par étapes que l'on peut suivre si l'on est attentif. Semaine 1, colère. Après tout ce que j'ai sacrifié, après tout ce que je t'ai donné. Tu n'avais aucun droit de faire ça devant Regina et Robert. Aucun droit. Semaine 2, négociation. Taïsia, si tu pouvais juste me rappeler, on pourrait s'arranger. Je suis prête à m'asseoir. Je suis prête à parler. J'ai juste besoin que tu comprennes mon côté. Semaine 3, 1. Message vocal qui a duré 47 secondes et ne contenait aucun mot. Juste une respiration. Une respiration lente, irrégulière, le genre qui vient d'une femme. Assise seule dans un studio à Morino, tenant un téléphone à l'oreille, attendant que quelque chose sorte de sa bouche, et n'y trouvant rien. Pas de texte, pas de performance, pas de phrase qui commence par « ton père est parti » et finit par « je suis resté ». Juste du souffle. J'ai écouté ce message 2 fois. Je n'ai pas rappelé. Mais je ne l'ai pas supprimé non plus. Je l'ai enregistré dans un dossier de mon téléphone, nommé « divers », qui est un mot qui signifie que quelqu'un espère que vous ne poserez pas de questions, et aussi un mot qui signifie que je ne suis pas prête à répondre. Le 3e samedi du mois suivant, je suis monté dans ma voiture à 7 heures du matin et j'ai roulé vers l'est. À travers les paysages de Carélie, là où les forêts de pins s'éclaircissent et où le ciel devient si large qu'on a l'impression que la terre essaie de vous montrer quelque chose qu'elle gardait. Pour elle, 2 heures de route. Pas de musique, pas de podcast, juste la route. Et le moteur et le son d'une femme conduisant vers la seule personne qui ne lui avait jamais demandé de paiement. Le café, chez Yuji était encore là. Mur lambrissé. Petite vitrine à pâtisserie. La serveuse qui appelait tout le monde chérie. Mon père était déjà assis.
Dernier box. Près de la vitrine. Café devant lui. Noir, sans sucre. Menu. Fermé parce qu'il savait déjà ce qu'il commandait. Comme il le sait depuis 20 ans. Comme il le saura pendant 20 ans encore si ses genoux tiennent et que le café reste ouvert et que le box du fond continue d'être disponible le 3e samedi. Je me suis assise en face de lui. Il m'a regardé. Pas avec surprise. Pas avec pitié. Avec le regard stable et buriné d'un homme qui a attendu l'arrivée de quelque chose de très important depuis très longtemps, et ne va pas gâcher le moment en parlant trop tôt. J'ai lu les chiffres, papa, ai-je dit. Je sais, dit-il. Ça t'a pris du temps. Oui, ça va? Pas encore. Mais les chiffres sont propres. Il hocha la tête. C'était assez. Dans notre langage, des chiffres propres, et ceux qui se rapprochent le plus de « je vais m'en sortir ». Il a compris. La serveuse est venue. Il a commandé des blinis. J'ai failli commander le sandwich le moins cher. Puis je me suis arrêté. En fait, ai-je dit, je vais prendre le grand club sandwich. Il leva les yeux de son menu. Un sourcil, levé. La trace la plus ténue d'un sourire. Le genre de sourire qui n'a pas besoin d'être large parce qu'il est profond. Club sandwich, répéta-t-il. J'en ai fini de commander le truc le moins cher du menu. Il posa le menu. Prit son café. En but une lente gorgée. Le reposa avec les 2 mains. De la façon dont on pose quelque chose quand on veut qu'il reste exactement là où il est. Tu vas finir tes blinis? Jusqu'à la dernière miette. Nous étions assis dans le dernier box d'un café à Viborg le 3e samedi du mois. Et nous avons pris notre petit déjeuner comme nous le faisions depuis 27 ans. Tranquillement. Totalement. Sans avoir besoin de nous expliquer l'un à l'autre pourquoi nous étions là parce que nous n'avions jamais eu besoin d'expliquer. Nous nous étions simplement présentés. C'était tout. C'était ça, tout le travail. J'ai perdu une mère ce dimanche-là à une table de dîner à Saint-Pétersbourg. Ou, peut être que j'ai juste arrêté de prétendre que j'en avais une. Quoi qu'il en soit, chaque 3e samedi de chaque mois, dans un box près de la vitrine à pâtisserie, j'ai un père qui m'a appris à lire les chiffres et ne m'a jamais, une seule fois demandé de payer pour ce privilège. Il a été là tout ce temps, et, maintenant, moi aussi. Si quelqu'un que vous aimez est assis dans un box quelque part à vous attendre, toute votre vie et que vous avez trop peur de dire à quiconque qu'il existe, laissez-moi vous demander ceci. Qu'attendez-vous? Les chiffres sont déjà propres. La seule chose qui reste, c'est la route. Voici ce que personne ne vous dit sur le fait d'être celui qui paye. Vous. Arrêtez de poser des questions parce que les réponses pourraient vous coûter plus cher que l'argent ne le fera jamais. Vous vous racontez que l'amour et le sacrifice sont la même chose et au moment où vous réalisez qu'ils ne le sont pas, la facture court depuis des années et la seule personne qui n'a jamais été payée, c'est vous. Si vous êtes celui qui maintient financièrement votre famille, faites une chose cette semaine. Regardez vos propres chiffres. Pas pour accuser qui que ce soit, juste pour voir. Parce que le moment où vous arrêtez d'avoir peur de ce que dit le tableur est le moment où vous arrêtez d'être contrôlé par lui. Et si quelqu'un dans votre vie est resté tranquillement en arrière-plan, présent, pour vous sans demander de crédit, sans exiger de merci, dites-lui que vous le voyez. Avant qu'un autre samedi ne passe, qui dans votre vie a été votre box, du fond, et lui avez-vous dit récemment?